Voilà la dernière étape de notre journée qui va être placée sur le thème de la palette bois dans la logistique 4.0. Il y a encore des places devant si vous voulez venir. On peut ouvrir là peut-être comme ça. Alors la logistique 4.0, aussi appelée supply chain 4.0 ou encore industrie 4.0, fait référence à la 4e révolution industrielle que nous vivons actuellement. Cette nouvelle ère industrielle a pour principale caractéristique l'intégration des nouvelles technologies dans chaque étape de la chaîne d'approvisionnement afin de créer une chaîne logistique plus performante. Mais pas seulement, et on va le voir avec nos intervenants, tous les enjeux de la supply chain 4.0 n'est pas que technologique. Elle est bien aussi dans l'évolution des façons de faire. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, liées en particulier aux enjeux environnementaux. Pour cela, nous allons inviter nos derniers intervenants, et donc nous allons avoir plusieurs intervenants. Lucas Soufflet, qui est directeur du Cri de Bois, qui va nous présenter les résultats de l'étude Palinov. Puis j'appellerai ensuite Gilles Novo, directeur commercial de Chep, qui portera la voix de France Supply Chain, entre autres, sur les enjeux de durabilité, de circularité et de performance attendus par les acteurs de la logistique. Puis Thierry Sustard, acteur donc de la palette, directeur d'Opaline, démontrera comment la palette répond aussi à ces défis économiques et environnementaux. Et puis enfin, Léa Charon conclura cette table ronde au nom de la Fédération nationale du bois. Donc, Lucas, si vous voulez bien venir. Voilà, super. Alors, tenez ça. Donc, le Cri de Bois, un centre de ressources technologiques dédié au bois. Vous allez nous le présenter. Une étude Palinov a été faite et vous allez nous en présenter un petit peu les grands résultats. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, donc Palinov, c'est une étude qui a été menée entre 2021 et 2022 par le Cri de Bois pour le CIPAL, avec pour objectif de situer finalement le titre de notre congrès, la palette bois dans la chaîne logistique du futur, et d'apporter quelques éléments de réponse sur les enjeux à passer pour se conformer à ces difficultés. Donc je présente très rapidement en une minute le Cri de Bois, puisqu'on est un peu plus petit que le FCBA. Nous, c'est 14 personnes. On est situé à Épinal. On est au carrefour de l'enseignement, de la recherche et de l'industrie. Nous, notre objectif, c'est la valorisation de la recherche pour les industriels. Donc on est proche de l'école du bois et des laboratoires spécialisés dans le matériau bois. Donc c'est une équipe de 14 ingénieurs et qui travaille sur les thématiques de matériaux biosourcés, de la construction et de l'ingénierie 4.0, donc ce qui nous amène à la thématique du jour, la palette dans l'industrie 4.0. Je vais vous rappeler très rapidement le projet. Le projet a été fait en 2 étapes, la partie entrepôt et plateforme logistique du futur, ensuite la fabrique du futur, des palettes, comment vous situez, quels sont les enjeux à relever. Donc, Donc, comprendre les enjeux, comment relever ces défis. Dans la première partie, on a vraiment étudié la partie entrepôt, les impacts sur la palette bois, avec la caractérisation des entrepôts et plateformes logistiques du futur, la place de la palette bois dans ces entrepôts, quelles sont les nouvelles exigences de ces entrepôts, et à partir de là, définition d'un plan de progrès pour la palette bois. Tout ça, ça va constituer une espèce de cahier des charges de la palette. Quelles sont les évolutions de vos demandes, quelles sont les évolutions pour le futur. Et dans la deuxième partie, ce qui a été étudié, c'est vraiment vous, l'industrie, comment vous situez dedans, quels outils vous avez, donc un diagnostic de votre situation actuelle, l'identification des solutions que vous avez à disposition et qui sont à mettre en place, et avec une petite synthèse de tout ça en définissant l'usine de palette 4.0 pour répondre à ce cahier des charges et une amélioration de vos performances. Alors c'est vaste et on a essayé d'avoir des pistes. Donc ça a été
quand même une grosse étude, j'essaie de vous la résumer, on reviendra dessus s'il y a besoin d'éclaircir certains points. Sur la partie entrepôt, plateforme logistique, votre palette, quand elle arrive, elle passe par une phase de déchargement, elle va avoir des flux internes pour aller jusqu'au stockage, la préparation de commandes. Tout ça, ça va subir différentes étapes de transport avec différents outils logistiques, on y reviendra. Une zone d'emballage où la palette va être retournée, cerclée, etc. Un chargement expédition où elle est de nouveau reprise et une fin de vie à traiter. Pour répondre à ces questions, pour cartographier un peu les 7 points que je viens de vous définir, on est allé visiter directement des entrepôts logistiques, donc Dacher, Equipa qui font de la tabletterie, entre autres pour Leroy Merlin et des portes de placard, Clairefontaine, le papier, Grundfos, LPR, Brandt, le groupe Seb et Amazon. Donc on a pu voir des entrepôts classiques, des entrepôts frigorifiques, des entrepôts logistiques, des plateformes de cross-docking et des plateformes de logistique urbaine. Donc on a vraiment essayé d'étendre le spectre au maximum pour voir quelles sont les attentes des entrepôts sur la palette. Donc ce qu'on peut en ressortir dans les grandes lignes, c'est que maintenant les entrepôts ont beaucoup changé. On vient avec des entrepôts qui sont énormes, automatisés. On a pu voir des hauteurs de plus de 40 mètres en Espagne. Donc ça fait vraiment partie des entrepôts les plus gros, les plus automatiques qui existent, qui sont en montage. Beaucoup de véhicules autonomes. Alors on a un représentant Lug qui fait ce genre de drone, on appelle ça un drone. Il y en a un qui est en présentation à l'entrée. Des petits véhicules qui vont déplacer la palette sans conducteur, avec des ordres de fabrication, avec des adressages, et qui vient prendre tout seul la palette suite à un déplacement dans des racks automatisés. Il y a du stockage par accumulation automatique avec des chariots satellites. Donc là encore, on a un positionnement qui se fait tout seul. La palette n'est pas contrôlée. On se contente de cellules de positionnement. Voilà, donc tout ça, c'est un peu une grosse cartographie de ce qu'on peut retrouver dans les plus extrêmes, dans les plus modernes. Et ce qui fait que ça apporte tout un tas de contraintes sur votre palette. Donc des déplacements rapides, mais des déplacements rapides avec des accélérations rapides. Donc un besoin quand même de robustesse dans la palette. Un positionnement qui est automatisé, donc ça veut dire un besoin de précision dans les dimensions, dans les caractéristiques dimensionnelles effectivement de la palette. Savoir que effectivement, là où un opérateur va pouvoir reprendre la palette avec le chariot élévateur, le drone automatisé, lui, il ne va pas pouvoir reprendre. Et effectivement, il a besoin de savoir où est la palette et que la palette se trouve à la bonne place. On n'est plus sur du 2.8, hein, on est sur des entrepôts qui fonctionnent en 24 heures sur 24 avec des milliers de déplacements et d'emplacements possibles, de la remise en stock, du dépôt, du redépôt. On va déplacer la palette pour laisser passer une autre. Tout ça va se faire tout seul, donc la palette va être soumise à beaucoup plus de mouvements qu'avant, dû au fait que tout simplement on veut mettre moins de manœuvres et que maintenant on a besoin de préparation qui se fasse en temps masqué. Et donc toute cette opération des flux fait que la palette, au final, subit des efforts plus constants et qu'elle a besoin de plus de précision. Donc ça, c'est un peu le cahier des charges, avec aussi un adressage automatisé, donc une possibilité de traçabilité directement à la palette. Donc voilà un peu pour la partie entrepôt. Ensuite, il veut ? Non, comment faire Archer ? Oui, j'y suis. Ensuite, on a essayé d'établir ce que vous aviez. Donc, on a visité un certain nombre d'entre vous. Donc, GLF Bois, Josso, PGS, Epalia, les Bois de l'Axintry, le groupe Galien avec Loire Palette, je crois. Donc, Enviris, Hort et France Pal du groupe Archimbault. Donc, ces entreprises, c'était des entreprises faisant partie de groupes entre 20 et 700 salariés, donc de 20 à 80 salariés sur le site. Des entreprises familiales ou au groupe industriel national et international, donc une typologie d'entreprise assez large, avec pour 2 missions principales, soit la fabrication de palettes neuves, donc 7 entreprises qui ont été visitées, soit le reconditionnement de palettes, donc là c'était pour 2 entreprises. Les marchés principaux, c'est du B2B, et la vision industrielle du futur qui a été demandé à ces entreprises, on leur demandait un peu ce que eux voyaient en industrie du futur.
Et la réponse était d'accompagner la croissance de l'entreprise avec plus d'automatisation dans le processus de fabrication pour une meilleure maîtrise des processus et des coûts. Je vous le lis mot à mot. Alors nous, on a attaqué avec un diagnostic. Quand on va faire un diagnostic d'entreprise, on va pouvoir voir où cette entreprise se situe dans son marché. Est-ce qu'elle est compétitive, pas compétitive? Ça, c'est pas nous qui allons le dire. C'est eux qui vont nous transmettre les éléments et on va pouvoir chiffrer tout ça. On essaie de donner des indicateurs chiffrés. Ce qu'on peut voir, donc, c'est que d'un point de vue général, il y a des process et délais avec des très bons taux de service clients de 92 à 99%, qui est très bien. Des délais de fabrication très courts, de la productivité qui est plutôt bien maîtrisée avec des rythmes de prod, donc qui va dépendre de la machine, ça généralement entre 250 et 400 palettes par heure. Des taux de conformité qui sont plutôt très bons, donc très peu de retours clients. Donc la conclusion, c'est que les entreprises maintiennent un très bon niveau de qualité et de produits-services aux clients. Les productivités et les délais de process sont corrélés aux capacités des machines. Et un point qui a été noté, c'est quand même qu'on retrouve les mêmes types de machines dans les différentes usines, donc il n'y a pas de vraie révolution technologique sur la fabrication de palettes. Mais il y a tout un autour de cette fabrication de palettes. On retrouve beaucoup, et ça, c'est pas qu'un problème lié à la palette, c'est des problèmes de formalisation de mesures de l'efficacité opérationnelle existant. C'est quelque chose qui se retrouve dans l'industrie du bois, puisque l'industrie du bois, c'est beaucoup de TPE, PME qui ont grandi au fur et à mesure du temps et qui n'ont pas forcément pris le temps ou qui n'ont pas des fois les capacités en interne de reformaliser tout ça. Donc ça, c'est un problème qui est lié au niveau de formation des opérateurs et qui est variable selon la typologie d'entreprise et de l'engagement de l'entreprise. Donc forcément, un gros groupe aura plus de moyens pour amener cette connaissance au niveau des opérateurs. Et donc effectivement, on voit des disparités sur la partie turnover, où on a de 0 à 10 en indicateur, des absentéistes qui ont pas mal de disparités en fonction des entreprises. Et tout ça se voit aussi au niveau de formalisation des problèmes d'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est un état des lieux. Pareil, il est sauté. La conclusion de ce diagnostic, c'est qu'il y a un besoin de digitalisation des outils en général, des outils systèmes, de création de jumeaux numériques. Un jumeau numérique, c'est recréer les flux de l'entreprise de façon numérique pour pouvoir les analyser et communiquer avec eux. Oh la vache, je vais y arriver. Si tout le monde est fatigué. L'interopérabilité des données, donc c'est pas seulement avoir une base de données commune, parce qu'une base de données commune, c'est bien, tous les outils vont pouvoir piocher dedans. Mais c'est aussi une communication entre ces outils et une synthèse sur un système unique. Tous ces aspects de digitalisation mènent à un point commun, c'est la cybersécurité. On va y arriver et c'est très très peu abordé dans le milieu du bois en général et donc dans la palette. Puisqu'on va voir tout digitalisé, pourquoi pas mettre des IA, etc., etc. On va traiter des bases de données. Si on se retrouve coupé de cette base de données, l'usine ne peut plus fonctionner. Donc un besoin très fort en cybersécurité. Les possibilités de simulation et d'évaluation de la performance avec l'aide à des diffusions. Donc on arrive sur des mots comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est de l'analyse statistique. Alors de l'analyse statistique fait d'une manière un peu particulière, puisqu'on va prendre cette base de données. Cette base de données va être analysée. On va se rendre compte que dans 95% des cas, la productivité fonctionne mieux si on fait cette action, ou la palette est plus résistante si on met un clou là, un clou là. Et au final, on va apprendre des erreurs. Il va faire comme un humain, sauf que lui, au lieu d'avoir 2 yeux, il a 100, 200, 3000, 4000 données en même temps. Et que ces données évoluant, lui, va pouvoir évoluer sur son mode de décision et vous pourrez apporter des aides à jour sur ce qui se fait, sur, je sais pas, la qualité du bois change au fur et à mesure, vous n'allez pas le voir, la qualité du plot, on parlait de plot en aggloméré tout à l'heure. Effectivement, en fonction des densités, qualité du plot, peut-être qu'il va vous suggérer des choses différentes. C'est tout ça que l'intelligence artificielle peut faire. Mais pour venir à l'intelligence artificielle, il faut déjà maîtriser ces données en interne. Une démarche de progrès permanent, donc un système de méthode management avec du lean
Et c'est tout simplement de la chasse au gaspillage. Alors ça fait du bien des fois de mettre quelqu'un qui est consacré à l'amélioration continue dans l'entreprise, quelqu'un qui n'est pas la tête dans la productivité, et c'est pas facile en fonction de la taille des entreprises d'avoir cette personne-là, mais ça permet d'avoir quelqu'un qui réfléchit avec une temporalité différente de la vôtre et donc de pouvoir améliorer les futurs problèmes. Alors on va parler aussi de Kobo Exosquelette, c'est dans une moindre mesure, mais ça reste applicable, ça va permettre de faciliter le travail humain. Des procédés propres, alors quand je dis propre, c'est environnementalement propre, et là on en vient à l'écologie, et effectivement c'est des choses qui sont de plus en plus scrutées dans une démarche RSE des clients. La mise en place de MES, donc Manufacturing Execution System, excusez mon accent, qui va permettre de faire des contrôles de temps de productivité et de donner des indicateurs à l'industrie. Tout ce qui est identification, traçabilité, là on y vient, et c'est important puisqu'on a la traçabilité du bois, donc la matière première en amont, la traçabilité des encours, la traçabilité de la palette une fois qu'elle est finie, qu'elle est stockée, et une fois que cette palette a été envoyée au client, que le client puisse l'identifier et la réutiliser. On a également un besoin de précision dimensionnelle, je l'ai évoqué avec la robotisation, et un besoin de cette analyse sur la fin de vie, le réemploi, et une mise en valeur de ce réemploi. Alors, ça c'est pour les grandes pistes du diagnostic, et une dernière slide sur les suites de ce projet. Donc là, je vous ai fait un bilan de tout ce qui a pu être trouvé. Et donc le projet se suit sur plusieurs points. Donc on est en train de développer donc, avec le CIPAL et un certain nombre de personnes membres du CIPAL, un système de détection automatique de défauts, donc un problème de vision, comment on va pouvoir détecter les défauts en amont avant l'envoi client et standardiser la palette. On a programmé 2 journées techniques, donc une qui a eu déjà lieu sur les MES, une sur la traçabilité qui est programmée au premier trimestre 2024, enfin qui reste à programmer, Léa. Demain. Sur le premier trimestre 2024, et la création d'un site web à partir des fiches techniques. Donc ce que vous voyez là, les illustrations, ce sont des fiches techniques qui ont été faites, disponibles en PDF. Donc à partir de là, on va pouvoir faire un site web qui va être interactif et permettre d'explorer un peu toutes les pistes que je viens de vous donner de façon un peu plus ludique. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments. On va poursuivre avec Gilles Nouveau, donc, qui porte ici la voix de France Supply Chain. Allez, Gilles. Alors en effet, moi j'ai été invité pour porter 2 casquettes aujourd'hui. C'est évidemment celle de France Supply Chain et j'y reviendrai juste après. Mais c'est aussi la casquette de Shep. Et donc déjà ça, cette première mission, c'est un premier challenge. mais ça ne s'arrête pas là puisque en fait, dès les premières interventions ce matin, et j'ai notamment noté celle de Laurent Després, il a quasiment coché tous les éléments de langage et les mots que je devais passer dans cette présentation. Donc évidemment, je ne vais pas tous les reciter maintenant, mais il a parlé de circularité, d'innovation, d'intelligence artificielle. C'est évidemment des sujets que je vais vous partager maintenant. Mais néanmoins, je vais utiliser un élément de langage qu'il a utilisé et qui va parfaitement introduire mon propos. Il a parlé d'un environnement VUCA. Et donc un environnement VUCA, c'est ce qu'on appelle un environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et finalement, il n'y a pas une meilleure façon d'introduire mon propos, puisque c'est peut-être le rôle de France Supply Chain de prendre de la hauteur et de donner de la vision dans cet environnement pour se détacher un peu du quotidien qui est très, on va dire, fluide et complexe. Et le rôle de France Supply Chain et de Shep aussi, c'est d'avoir des messages qui sont simples, c'est d'avoir une vision qui est claire et de s'y attacher. Et donc, finalement, c'est peut-être la meilleure façon d'introduire ma présentation. Alors, en parlant de France Supply Chain, donc il y a un certain nombre d'entre vous qui sont certainement membres de France Supply Chain. Là aussi, c'est un challenge puisque je représente aujourd'hui la voix de 450 entreprises. Donc évidemment, je ne suis pas la voix du parti puisqu'il y a une diversité de points de vue extrêmement forte. On peut avoir des startups ou voir des entreprises en incubateur et des très grands groupes industriels comme Nestlé ou Shep. Donc on a vraiment une variété dans les gens présents chez France Supply Chain qui sont très forts. Et finalement, c'est ça notre premier élément de richesse, c'est de faire référence puisqu'on a un point de vue qui est nourri par énormément d'entreprises différentes.
Le deuxième objectif qu'on a avec France Supply Chain, c'est évidemment de développer les communautés. Alors les communautés, c'est ce qu'on appelle les labs chez France Supply Chain. C'est tout simplement des groupes de travail qui travaillent sur des thématiques assez précises. Je peux vous parler du Lab for Good. Donc le Lab for Good, c'est notamment sur la problématique de circularité dans la supply chain. Il y a aussi le Lab Data qui travaille aussi sur tout ce qui est Artificial Intelligence et Big Data. Et donc évidemment, ces groupes de travail sont très hétérogènes en termes de profil, et l'objectif, c'est de produire ce qu'on appelle des livres blancs. La troisième chose, c'est assez nouveau, c'est presque malaisant de le dire en France, mais c'est quelque chose qui est très OK, on va dire, dans les pays anglo-saxons. C'est le rôle d'influence de France Supply Chain. Alors quand on parle d'influence, on parle de lobby. Et évidemment, je vois des yeux qui s'écarquillent. Le lobby, c'est quelque chose de tout à fait normal, notamment dans les pays anglo-saxons. Et pour ça, on s'est équipé avec un ancien député qui a rejoint les équipes de France Supply Chain il y a 2 ans. Et notamment avec pour objectif de pousser et de légiférer en fait des éléments et nos priorités d'un point de vue supply chain général dans le cadre juridique actuel de français, voire européen. Donc l'objectif, c'est de porter cette voix et de s'assurer que la direction qui est prise d'un point de vue politique prenne au moins en considération une voix et celle de France Supply Chain. Voilà pour les objectifs. Alors, voilà pour la vision, pardon. Maintenant, on va parler des objectifs de France Supply Chain. Et vous allez... 6 minutes, oh là là, je vais accélérer, mais vous verrez qu'après tout est déjà dit. Donc mais en gros, les objectifs, sans les définir, c'est finalement tout ce qui va cocher les cases de la supply chain 4.0, donc un monde durable, la compétitivité, qu'elle soit économique, sociale ou sociétale, et un booster d'attractivité et de reconnaissance. Alors, la définition. Ça, c'est la définition qu'on va utiliser ensuite pour démontrer ce qui se passe dans le monde de la palette. Alors, la définition de la supply chain 4.0 pour France Supply Chain, c'est un levier pour changer le monde. Changer le monde, on va revenir aux basiques. Et la première étape, c'est les hommes qui la composent et qui composent cette supply chain. Et là-dessus, on a des gros challenges de diversité et d'inclusion. Je vous invite à regarder autour de vous la part des femmes. Alors, il y en a déjà aujourd'hui, notamment certaines qui prennent souvent la parole, et tant mieux. Mais c'est aujourd'hui pas du tout représentatif de la société. C'est un vrai challenge sur lequel on travaille. Il y a évidemment des enjeux de transition énergétique. J'ai peu de temps, mais globalement, je vous invite à aller regarder le projet Zephyr sur Google, qui est du coup un conteneur vélique. Et donc, c'est un conteneur qui va, avec la force du vent, faire du transport. Et je vous invite à regarder ça, c'est extrêmement intéressant. Mais voilà le type de levier sur lequel on va travailler. Ensuite, il y a toute la supply chain circulaire. Et donc là-dessus, on va avoir un certain nombre de sous-parties. Alors, on va parler d'enjeux industriels, notamment dans l'interopérabilité et l'éco-conception de tout ce qui peut toucher à la supply chain. Les enjeux technologiques, les enjeux économiques. Et là, sur les enjeux économiques, on a beaucoup à dire puisqu'il y a un équilibre très fragile entre les enjeux de massification des volumes et en même temps la réponse aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus précis en termes de points de livraison. Donc là aussi, je pourrais parler pendant 1 heure, mais je vais raccourcir. Le dernier pilier, c'est l'innovation. Je vous ai évoqué le projet Zephyr très rapidement. Il y a un autre projet qui est très intéressant. Là aussi, si vous avez le temps dans le train ce soir, regardez ce qui se passe d'un point de vue slow logistique. Et donc là-dessus, France Supply Chain pousse des recommandations, notamment sur la vitesse des camions sur la route. Je vais vous donner un chiffre. Si demain, les camions passent de 90 à 80 km/h, c'est 580 tonnes de CO2 économisées juste pour la France par an. Donc c'est des chiffres assez impactants et donc c'est le type de discussion qu'on peut avoir. Alors, maintenant, vous allez tous me demander comment, en 3 minutes, je vais couvrir la place de la palette bois dans cette logistique. Alors, je vais aller très vite parce que finalement, tout a déjà été dit. Et c'est là où je vais prendre de temps en temps une casquette un peu plus chep. Donc, évidemment, une production durable des palettes. Beaucoup de choses ont été dites. Et là-dessus, moi, j'y crois personnellement et l'entreprise dans laquelle je travaille y croit de façon très tangible. On a planté l'année dernière 3,85 millions d'arbres en compensation de ce qui a pu être prélevé. C'est des chiffres qui sont de quoi être fiers. Je vois que c'est presque 50% de ce qu'a planté la Chine par rapport à la présentation de ce matin. En milliards. Ah, pardon. Mais on m'a pas contredit. Je l'ai dit tout à l'heure. On m'a dit oui. Donc, OK. Donc bon, je suis quand même toujours très fier de ces 3,85 millions qui sont quand même très, très significatifs. La transition énergétique sur les sites de production, ça a été très largement évoqué. Et un élément important sur le focus de la pénibilité des opérateurs. Et là aussi, il y a des bonnes pratiques qui sont partagées dans les livres verts.
Finalement, l'évidence de la supply chain circulaire sur la palette, tout ça a été évoqué ce matin. Donc je vais passer un peu plus vite peut-être pour vous donner un peu de perspective sur des choses qui ont moins été partagées. Notamment sur l'innovation derrière la palette bois. Alors pour le coup, un flux de palette est égal à une data, et donc j'ai vu que certains poolers étaient présents aujourd'hui, et notamment quand on fait les réconciliations de nos amis distributeurs et de nos clients, c'est toujours un challenge parce qu'il y a énormément de data et de flux, et donc par définition, ce flux est une richesse. Là aussi, on a travaillé avec la mise en place de trackers sur les palettes depuis longtemps, pour notamment avoir de la data sur les cycles de distribution des produits. Donc quand est-ce que la palette rentre chez notre client et elle sort de chez le retailer. Donc ça a été les premiers challenges. Et je suis très content de voir l'annonce d'Epal qui nous rejoint dans le mouvement de la sérialisation. Donc nous, la mise en place des QR codes, elle est en test depuis 3 ans au Chili. On a on a tagué un tiers du parc de palettes au Chili. Alors vous me direz pourquoi le Chili? C'est simplement une des seules économies mondiales qui a un circuit extrêmement fermé. Et donc ça nous évite des pertes à l'export. Et donc là aujourd'hui on en tire les conclusions et une amplification. Alors est-ce que tout ça c'est suffisant? Et j'accélère un petit peu pour finir dans la minute. Évidemment aujourd'hui ce qu'on a mis en place c'est déjà beaucoup, mais il y a quand même beaucoup à faire. Je vous donne 2 datas qui créent un peu l'urgence dans la nécessité d'innovation de la palette. Le premier, c'est DHL, le deuxième, c'est l'ONU. Et aujourd'hui, 14% de la production alimentaire est perdue dans le cycle de la supply chain avant l'arrivée en magasin. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de preuve de livraison, parce que le cycle de distribution n'est pas optimisé, et donc il y a toujours des pertes. Alors là-dessus, pour le coup, on essaye d'aller beaucoup plus loin, et notamment vis-à-vis de Shep. Donc aujourd'hui, on a 3 millions de trackers qui sont en circulation sur notre parc de palettes. C'est un peu plus de 30 pays qui sont couverts. Et donc, tout à l'heure, j'évoquais un flux égale une data. Aujourd'hui, un flux égale 50 data. Juste pour vous donner un ordre de grandeur sur le nombre de data qui sont manipulés par Shep tous les mois, on a à peu près 3 milliards de data si on croise le nombre de palettes qu'on livre avec le nombre de clients au niveau européen. Donc, évidemment, cette data avec le RFID tracker, elle va être démultipliée puisque demain, on va être capable de traquer la température. On le fait déjà. Donc, on est capable de suivre en fait le cycle de la palette. Est-ce qu'elle a respecté la chaîne du froid? On travaille beaucoup avec les automotives. Donc, on est notamment fournisseur de Tesla. Et donc, on est capable de checker si la palette a eu un choc ou pas sur le transport. Et donc, ça aussi, c'est une data. Tout ça, ça enrichit finalement le flux. Et ça rend la data encore plus belle et encore plus intéressante. Voilà, j'ai tenu en 11 minutes pour porter la parole de Shep et de France Supply Chain avec les différents piliers. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir la vision d'un utilisateur de palette, et j'appelle donc Thierry Sustar d'Opaline, qui va compléter à partir de son expérience, évidemment, en tant qu'acteur sur ces sujets liés à la logistique 4.0. Bonjour. Bon, je ne suis pas utilisateur de palettes. Hein. Ah, non. Moi, je n'utilise pas les palettes. J'aide les industriels qui utilisent les palettes à optimiser leur usage. Vous allez porter la vision des utilisateurs de Alors, palettes. je vais pas avoir... rattrape comme ça ou pas? Non, mais aidez-moi. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, Anne, mais je ne vais pas non plus porter le rôle de porter la parole. Je ne veux pas assumer cette responsabilité. D'autant que je pensais assister à une table ronde. Je ne pensais pas que j'allais avoir un moment d'échange comme ça, privilégié, personnel avec tout le monde. Donc, c'est parfait. Donc, Opaline, je pense globalement, vous nous connaissez. On est un éditeur de solutions logicielles. Donc, nous, on ne manipule pas de palettes, on ne fabrique pas de palettes, etc. On aide les industriels à optimiser l'usage. Et en fait, on a 2 grandes demandes aujourd'hui, 2 grandes motivations des industriels à optimiser l'usage de la palette Europe qui sont drivées surtout sur le plan économique et sur le plan environnemental. Donc globalement, ils se disent, bon ben voilà, ça fait 30 ans que j'utilise de la palette Europe. Et puis je me rends compte aujourd'hui par différents facteurs, notamment le renforcement de la législation autour de l'économie circulaire, la loi AGEC dont on parle depuis ce matin. Tous les industriels sont concernés. Donc ça, c'est le premier aspect qui amène les utilisateurs de Palette Europe à réfléchir sur comment optimiser l'usage et renforcer la gestion en économie circulaire. Et puis le deuxième aspect, c'est un aspect économique. De plus en plus d'industriels se rendent compte que finalement, il y a des enjeux économiques importants autour d'une gestion optimisée de la Palette Europe.
l'été 2022, hein, globalement, quand on n'a pas provisionné d'avoir une dépense d'1 million supplémentaire dans ces assets de support de manutention, si ce n'est pas provisionné, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc ça a fait prendre conscience aux usagers de la palette Europe de l'importance d'optimiser aussi le processus et la traçabilité. Et donc c'est tout ça qui amène donc voilà, la parole de l'usager, c'est tout ça qui amène à se reposer la question d'une bonne gestion des emballages. Et du coup, la vision d'Opaline, en tout cas la manière dont on adresse ces sujets, c'est qu'il n'y a pas de reverse logistique optimisé s'il n'y a pas une parfaite maîtrise de la data. Et donc on intervient vraiment sur, nous, le domaine de la data. Donc, ça, c'est important d'avoir des systèmes qui permettent de mesurer des données précises sur les supports de manutention qu'on expédie, tout type de palette bois, même de l'emballage plastique pour certains de nos clients. Et d'avoir des dashboards qui permettent de mesurer cette donnée, c'est très important. C'est un premier élément, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que agréger de la donnée, quand on est uniquement à l'analyse de sa propre donnée, c'est déjà mieux que des centaines de fichiers Excel qui se baladent, mais ce n'est pas suffisant parce que tout le temps où la donnée n'est pas confrontée au partenaire avec lequel vous gérez cette gestion d'échange d'emballage, elle ne vaut pas grand-chose. On se rend compte qu'en fait, le rôle d'Opaline, c'est ça, c'est on agrège la donnée côté industriel, côté transporteur, côté destinataire, et on la partage en temps réel sur la plateforme digitale. Et c'est ce partage en temps réel d'une donnée unique qui permet de se rendre compte qu'en fait, même quand on pilote avec un ERP ces entrepôts, même quand on a de la BI pour centraliser l'ensemble des données de l'ensemble des entrepôts de l'industriel, tout le temps cette donnée n'est pas confrontée avec le partenaire transport, avec le magasin destinataire, avec le grand distributeur, elle ne vaut pas grand-chose. Parce qu'en fait, beaucoup d'industriels se rendent compte que la donnée qu'ils ont dans leur WMS, c'est rentré à un moment, la data est acquittée manuellement, ou par un scanning, ou par une déclaration manuelle qui remonte dans le WMS. Et forcément, qui dit acquittement manuel ou processus de flashage d'emballage, dit erreur, de l'ordre de 2 à 5% à peu près. Mais quand on expédie 1 million d'emballages par an, 5% d'écart, ça représente des enjeux considérables. Et du coup, ce qu'on fait avec la conscience des industriels aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est de dire, dès l'instant où cette donnée, je la partage en temps réel avec mon destinataire et qui peut valider la qualité de la data, c'est là où vraiment je peux envisager une optimisation de cette gestion d'emballage et vraiment mettre en œuvre une reverse efficace et de l'économie circulaire. C'est ça la vision que je peux vous apporter ce soir sur ce sujet. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va prendre les questions. On va peut-être laisser... Est-ce qu'il y aura des questions avant que Léa conclue pour les 3 interventions? Des compléments? Non? Ok. Alors Léa, à toi la parole pour conclure cette table ronde avant la conclusion finale de Jean-Michel Servan. Oui, juste 2 mots. En fait, depuis ce matin, on a pas mal rappelé le fait que la palette bois, elle était prête à répondre aux enjeux environnementaux. Je crois que là, et c'était l'objectif de cette table ronde, c'était de montrer que la palette bois, c'était aussi un produit déjà technique. On en parlait tout à l'heure avec ceux qui étaient dans l'atelier sur bois versus plastique. La palette bois, c'est aussi un produit technique qui est capable de répondre aux enjeux d'automatisation de la logistique. Lucas l'a rappelé dans ce qu'il a présenté. Alors certes, il y a effectivement, la palette est manipulée différemment dans les systèmes automatisés, etc. Mais aujourd'hui, les industriels de la palette travaillent avec leurs clients sur des cahiers des charges adaptés et la flexibilité du matériau bois permet aussi de répondre à ces demandes. Donc ça, c'est un point aussi qui est important de rappeler parce que parfois, on pense que la palette, c'est juste des planches et des clous, mais c'est pas vrai, c'est aussi un produit technique. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, le deuxième message aussi qui est important, c'est effectivement, l'industrie du bois est peut-être parfois vue comme en retard sur les nouvelles technologies.
Alors bien sûr, hein, comme dans toutes les industries, il y a des progrès à faire, mais on voit bien que là, on a cité plusieurs fois plein d'acronymes, MES, WMS, on a parlé de data, d'intelligence artificielle. Voilà, c'est des choses dont la filière et dont les industriels se saisissent aussi pour s'adapter à la demande de leurs clients, parce que c'est aussi grâce à ces nouvelles technologies qu'on répondra aux enjeux de traçabilité, déjà pour répondre aux demandes clients, mais aussi pour répondre aux différentes réglementations. On a cité le règlement de déforestation de l'Union européenne, avec la traçabilité qui est un des forts enjeux. Donc je pense que c'était important de rappeler ça aussi. Ça me permet de dire que la semaine prochaine, donc vendredi 8 décembre, on a l'AG de la FNB et on parlera d'intelligence artificielle. Voilà, c'est la première fois qu'on parle, je pense, de ce sujet-là. Donc voilà, c'était important aussi de rappeler qu'au-delà du fait qu'on est prêt pour les enjeux environnementaux, la filière palette est aussi prête à relever le défi technique et technologique du 4.0. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jean-Michel Servan pour la conclusion de cette journée. Trop aimable, merci beaucoup. Alors d'abord, je réexcuse Jacques Ducerf, qui aurait bien aimé être là et qui malheureusement est cloué au lit. Donc la conclusion de cette journée. Déjà le titre, la palette bois dans la chaîne logistique du futur. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'étais déjà venu il y a 2 ans, non mais à Futuropalette, c'était déjà très intéressant. Moi, je suis admiratif par le bilan de cette journée, le contenu, la densité de tout ce qui a été présenté. Je pense que ça va me demander un certain temps pour assimiler tout ça. En tout cas, bravo aux intervenants pour la richesse des présentations émaillées de témoignages de terrain. Et je pense qu'on a vraiment besoin, en filière professionnelle, d'avoir ce partage de retour d'expérience et aussi cette mise en perspective par rapport au sujet d'avenir. Maintenant, je reviens sur un petit peu le sens de tout ça. Il y a eu quelques moments un peu d'anxiété, à certains moments, des petits flottements. On est dans un moment particulier au niveau social, au niveau de l'environnement, on l'a parlé. Voilà, on a quand même des sujets qui ne sont pas complètement sereins. On sent bien qu'on est dans un monde, on parle ça de transition. Au Covid, on parlait du monde d'avant, du monde d'après. On est quand même un peu toujours dans cette dynamique-là, avec des interrogations. Notre rôle en tant que filière bois, en général, il est particulier parce qu'on peut agir en tout cas sur la problématique du carbone, qui est un peu centrale sur ces questions, sur 2 leviers que sont l'atténuation et l'adaptation. L'adaptation, parce qu'on se doit, en tant que forestier, en tant que filière bois, d'adapter nos forêts pour leur faire passer le cap du changement climatique. Ça sera un travail de long terme. Et puis l'atténuation, parce qu'à chaque fois qu'on utilise du bois, et en particulier du bois dans la logistique avec la palette, eh bien, on contribue à décarboner nos économies et on contribue à les rendre un petit peu plus durables. C'est notre stratégie de filière depuis plusieurs années qu'on a affirmée, qu'on développe et qu'on soutient au quotidien. Et cette filière, c'est vraiment une chaîne de valeur. Parce que derrière ce terme filière, un peu galvaudé, on ne sait plus très bien ce qu'on y met. Mais une chaîne, moi, je trouve qu'une chaîne, ça parle mieux. Parce qu'une chaîne, c'est constitué de maillons. Et il suffit qu'un maillon casse pour que toute la chaîne casse. Voilà. Donc moi, je m'attache beaucoup à cette image. Je pense qu'on a besoin, plus que jamais, dans ces moments un petit peu compliqués, d'être solidaire en filière. Et c'est en tout cas le combat qu'on mène au quotidien. Pour être un petit peu peut-être plus optimiste maintenant sur cette question des ressources, où j'ai entendu qu'il y avait quand même quelques interrogations, j'y reviens juste pour dire que notre rôle, notre responsabilité, c'est d'agir. De ne pas écouter les sirènes qui diraient qu'il faut laisser la forêt tranquille, la mettre sous cloche, que tout va bien se passer, elle va s'adapter toute seule. Alors oui, si on raisonne sur des temps géologiques, c'est certainement vrai. Mais en attendant, on fait quoi ? Et là, en l'occurrence, on sait très bien que la vitesse à laquelle le changement climatique impacte nos forêts fait qu'elles ne pourront pas seules passer ce cap, en tout cas dans les effets visibles depuis nos vies, qui sont courtes à comparer à l'échelle de la forêt. Donc il nous faut se dire qu'on agit maintenant, tous dans nos métiers, aussi en tant que citoyens, mais il faut qu'on intègre aussi cette notion du temps long.
C'est-à-dire que quand on prend des décisions, quand on agit, comme je l'ai dit, on agit toujours, bon, certes pour le présent, mais là, en l'occurrence, on agit aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est notre responsabilité. Et en tant que filière bois, on a un rôle positif à jouer là-dessus. Donc la filière palette, logistique basée sur le bois, quand on avait, avec Jean-Philippe et Léa, l'année dernière, participé aussi à All for Pack, on avait bien relevé que elle est très particulière, puisqu'avec ces fameux 4 R, là, le fait que ce soit un matériau renouvelable, un matériau ensuite qui donne des produits qui sont réemployables, qui sont réparables, qui sont recyclables, oui c'est ça, bien sûr, eh bien on a le moyen en fait de maximiser l'emploi finalement de cette ressource. Parce que ça n'est pas parce qu'un matériau est renouvelable, ça n'est pas parce qu'un matériau est biosourcé qu'on doit le gaspiller. Et je pense que vous êtes un exemple dans cette filière palette. Et je pense que ce qu'il faut continuer à faire, comme ça a été dit par les intervenants, c'est essayer autant que faire se peut de prolonger le cycle de vie de nos produits, parce qu'en le faisant, eh bien, on augmente aussi le cycle de vie du carbone, on prolonge le stockage, et quelque part, là aussi, c'est bon pour la planète. Donc ce moment particulier, comme je l'ai dit, il nous interroge aussi collectivement en tant que filière, et on va y travailler dans les jours qui viennent là, avec les collègues, sur notre raison d'être. En tant que filière, collectivement, notre raison d'être, elle s'articule, notre utilité sociétale, autour de 3 grands piliers. Un pilier qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'on nous parle de carbone, de choses comme ça, mais c'est qu'on répond aux besoins des hommes. En fait, si vous vous souvenez du temps du Covid, il y avait la question des secteurs essentiels. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un secteur essentiel? Alors, on a essayé de faire sans palette. Ça a duré combien? 15 jours? 3 jours, voilà. Bon. Donc voilà, donc là on sait, on sait qu'est-ce que c'est qu'un secteur essentiel. Donc on a besoin d'avoir des palettes, on a besoin d'avoir la logistique dans le monde moderne. Alors bien entendu qu'il faut travailler sur le raccourcissement des distances de transport, mais ça c'est une problématique plus générale. En tout cas, on a besoin des palettes et on aura toujours besoin des palettes. Le deuxième sujet sur lequel notre filière est attendue et a un rôle important à jouer, c'est sur ce que j'évoquais tout à l'heure, l'adaptation de nos forêts, entre autres, mais en gros, c'est toute cette problématique de relation au vivant, de rôle de gardien que nous avons vis-à-vis de la forêt par rapport à tous les services que la forêt amène aux sociétés. Et ce n'est pas seulement produire des produits bois, mais c'est aussi protéger des risques, que ce soit la protection de l'eau et puis évidemment l'hébergement de toute la biodiversité terrestre, puisque l'essentiel, 80% de la biodiversité terrestre est quand même en forêt. Voilà, donc ça aussi, il ne faut pas être sur la défensive là-dessus. Au contraire, on a ce rôle de non seulement préserver cet espace dit naturel, mais on a aussi le rôle, dans le moment particulier qu'on vit, de l'aider à se régénérer. Troisième sujet, c'est la transition carbone, donc le fait de limiter les impacts du changement climatique. Et donc c'est toute la question du stockage, c'est toute la question de la séquestration, et c'est toute la question en fait du bon usage du bois par rapport à ces objectifs, ce qui est quand même assez nouveau d'intégrer cette dimension-là dans notre façon de gérer. Sur ce point-là, je voudrais passer un petit message là-dessus. On va avoir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, comme ça a été dit très clairement ce matin par notre collègue de l'ONF, des bois de crise. Les bois de crise, ils sont certes de crise, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément complètement choisi le moment où on allait les récolter, mais l'objectif qu'on doit avoir ensemble en solidarité, c'est d'essayer de les maximiser au maximum en valorisation matière. Donc autant que vous le pouvez, ça c'est vraiment, je pense, un message important sur lequel je souhaiterais insister. De même que le siège de, par exemple, l'ONF, justement, a été construit avec des bois scolités venus du Grand Est, autant que faire se peut, essayez d'incorporer ces bois de crise dans vos produits. Il y a certainement de la pédagogie, il y a certainement de l'éducation à faire autour de ça auprès de vos clients, mais vis-à-vis de notre relation au vivant, notre relation à la société, on se doit d'optimiser, de maximiser l'usage de ces bois. Voilà. Donc, pour conclure, la palette bois dans la chaîne logistique du futur, moi j'ai envie de dire que le futur, c'est la palette bois et qu'on est déjà dedans.
Voilà. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la conclusion que je tire, moi, de cette journée. Donc, cette filière logistique bois basée sur la palette, elle existe grâce à vous. Et pour ça, je vous remercie. Le mot de la fin me revient. Alors, je vous remercie tous, les sponsors, les utilisateurs, les clients, les confrères, les amis. Merci à tous d'avoir survécu à cette journée, déjà, qui était assez dense. D'avoir survécu au climat du Nord. C'était sympa d'avoir relevé cette mission et d'avoir pris le pari de monter jusque chez nous. Et surtout, je remercie aussi l'équipe qui nous a aidés à réaliser cette journée. Quand vous voyez en fin de journée le résultat de ces 2 jours passés ensemble, vous vous imaginez la charge de travail. Alors un grand merci à Léa, qu'on peut applaudir, je pense. Un grand merci à Anne et Patrice qui nous ont divertis toute la journée. Un grand merci à Fred qui a fait pas mal de logistique autour de tout ça. Je ne sais pas où il est passé, s'il est là, dedans, dehors. Mais bon, à Fred. Un grand merci aux équipes de Madison Communication qui nous accompagnent depuis des années et qui nous sont fidèles. Donc Alexandre, Charlotte, Anne et Aurore. Et puis cette édition, vous l'avez vu, était un peu particulière. C'était la première qu'on faisait avec une traduction en simultané. Alors on a 2 traductrices, Mélanie et Claire, qui nous accompagnent depuis des années. Merci à vous 2 pour toute la journée passée à nos côtés. Voilà, j'espère que cette journée vous a apporté tous les éléments d'éclaircissement sur les enjeux de demain, sur les progrès, sur la recherche et le développement, sur les perspectives, sur tous les sujets que vous avez pu entendre depuis ce matin. Donc j'espère que tout ça, vous repartez ce soir avec plein d'informations. Comme l'a dit Jean-Michel, il va falloir maintenant les digérer. Cela étant, j'espère que ça vous a permis, et j'espère que surtout vous repartez avec ça. Cette conviction, c'est qu'aujourd'hui, la filière bois, elle bouge. La palette bois, ça bouge. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la filière bois et tous ces maillons se sont mis en marche pour remplir et relever les défis de demain. Donc soyons tous fiers de notre produit, la palette en bois, et portons haut et fort les couleurs de la palette en bois. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans, en 2025, pour Futuro Palette. Ah oui, et bien sûr, l'équipe fidèle de la FNB, Caroline et Joël, qui sont certainement aussi quelque part.